La mort qui rôde. Après avoir contourné les murs du château, Arsène Lupin revint à son point de départ. Décidément, aucune brèche n'existait, et l'on ne pouvait s'introduire dans le vaste domaine de Maupertuis que par une petite porte basse et solidement verrouillée à l'intérieur, ou par la grille principale auprès de laquelle veillait le pavillon du garde. « Soit, dit-il, nous emploierons les grands moyens. » Pénétrant au milieu des taillis où il avait caché sa motocyclette, il détacha un paquet de cordes légères enroulées sous la selle et se dirigea vers un endroit qu'il avait noté au cours de son examen. À cet endroit, situé loin de la route, à la lisière d'un bois, de grands arbres plantés dans le parc débordaient le mur. Lupin fixa une pierre à l'extrémité de la corde et, l'ayant lancée, attrapa une grosse branche qu'il lui suffit dès lors d'attirer à lui et d'enjamber. La branche, en se redressant, le souleva de terre. Il franchit le mur, glissa le long de l'arbre et sauta doucement sur l'herbe du parc. C'était l'hiver. Entre les rameaux dépouillés, par-dessus le vallonnement des pelouses, il aperçut au loin le petit château de Maupertuis. Craignant d'être vu, il se dissimula derrière un groupe de sapins. Là, à l'aide d'une lorgnette, il étudia la façade mélancolique et sombre du château. Toutes les fenêtres étaient closes et comme défendues par des volets hermétiques. On eût dit un logis inhabité. Pristi, pas gai le manoir. C'est pas ici que je finirai mes jours. Mais comme 3 heures sonnaient à l'horloge, une des portes du rez-de-chaussée s'ouvrit sur la terrasse, et une silhouette de femme, très mince, enveloppée dans un manteau noir, apparut. La femme se promena de long en large durant quelques minutes, entourée aussitôt d'oiseaux auxquels elle jetait des miettes de pain. Puis elle descendit les marches de pierre qui conduisaient à la pelouse centrale, et elle la suivit en prenant l'allée de droite. Avec sa lorgnette, Lupin la voyait distinctement venir de son côté. Elle était grande, blonde, d'une tournure gracieuse, l'air d'une toute jeune fille. Elle avançait d'un pas allègre, regardant le pâle soleil de décembre et s'amusant à briser les petites branches mortes aux arbustes du chemin. Elle était arrivée à peu près aux 2/3 de la distance qui la séparait de Lupin quand des aboiements furieux éclatèrent et un chien énorme, un Danois de taille colossale, surgit d'une cabane voisine et se dressa au bout de la chaîne qui le retenait. La jeune fille s'écarta un peu et passa, sans prêter plus d'attention à un incident qui devait se reproduire chaque jour. Le chien redoubla de colère, debout sur ses pattes, et tirant sur son collier au risque de s'étrangler. 30 ou 40 mètres plus loin, impatientée sans doute, elle se retourna et fit un geste de la main. Le Danois eut un sursaut de rage, recula jusqu'au fond de sa niche et bondit de nouveau, irrésistible. La jeune fille poussa un cri de terreur folle. Le chien franchissait l'espace en traînant derrière lui sa chaîne brisée. Elle se mit à courir de toutes ses forces, et elle appelait au secours désespérément. Mais en quelques sauts, le chien la rejoignait. Elle tomba, tout de suite épuisée, perdue. La bête était déjà sur elle, la touchait presque. À ce moment précis, il y eut une détonation. Le chien fit une cabriole en avant, se remit d'aplomb, gratta le sol à coups de patte, puis se coucha en hurlant à diverses reprises. Un hurlement rauque, essoufflé, qui s'acheva en une plainte sourde et en râle indistinct. Et ce fut tout. « Mort !» dit Lupin, qui était accouru aussitôt, prêt à décharger son revolver une seconde fois. La jeune fille s'était relevée, toute pâle, chancelante encore. Elle examina très surprise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.